Jury du dimanche, au micro Khalifa Diakhaté. Bienvenue à tous, JDD sur iRadio, ITV et sur nos plateformes digitales. Nous accueillons ce dimanche Madame Assom Aminata Diatta. Nous aurions dit bien entendu Badiane, si bien entendu nous traduisions le Diola en Wolof, n'est-ce pas Madame? Bien sûr. Bonjour, bien bonjour. Bonjour Khalifa, bonjour à tous les spectateurs et auditeurs de ITV et iRadio. Voilà, donc effectivement, en Diola, Assom veut dire Badiane. Donc, comme j'ai eu à le dire ailleurs, je suis la Badiane nationale. Très bien, donc la Badiane nationale à la tête de ce département, ça devrait être facile pour toutes les femmes en réalité. Comme les Badiane Gor, vous êtes la Badiane nationale. Voilà, la Badiane nationale, comme vous le savez, elle est là pour tout le monde. Aussi bien pour les femmes que pour les hommes, que pour les jeunes, pour les entreprises. Donc, il faut toujours être dans une situation d'équilibre. Il faut créer l'équilibre entre les différentes parties. Et je pense que c'est ça le rôle de toutes les Badianes. Et donc, à cette station, nous nous évertuons de jouer ce rôle. Parfaitement. Alors, vous avez en charge le département du commerce et des petites et moyennes entreprises. Tout d'abord, en tant que mère de famille, vous êtes-vous déjà amusé à vous projeter sur une mère de famille démunie dans ce contexte de conjoncture difficile? Je suis ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Et mon rêve, c'est de voir, en tant que mère également, que tous nos jeunes trouvent de l'emploi. C'est pourquoi je voudrais m'appesantir sur le concept de PME. En tant que ministre du Commerce et des PME, nous devons, encore une fois, là, jouer le rôle d'équilibriste parce qu'il s'agit non seulement d'un côté de penser à cette femme qui n'a pas suffisamment de moyens et qui doit acheter ce dont elle a besoin pour vivre, mais nous devons également penser à cette femme qui aurait pu avoir des conditions meilleures si son fils ou sa fille travaillait. Donc, autant nous devons penser à comment faire pour que cette femme puisse trouver ce dont elle a besoin en fonction de ses moyens, autant nous devons penser également à protéger de façon durable cette femme en aidant son fils ou sa fille à travailler. Comme vous le savez, ce sont les PME qui créent de l'emploi. Et donc, quand les PME n'arrivent pas à, en tout cas, réaliser des bénéfices, ces emplois finissent toujours par disparaître. Mais qu'est-ce que vous dites quand vous vous projetez sur une mère de famille dans ce contexte actuel, ce contexte difficile? Oui, ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette mère de famille dans ce contexte difficile, je disais tout à l'heure que je pense à elle selon deux postures. La première posture, c'est par rapport à son pouvoir d'achat. Vous savez, quand on est seul dans une famille, quel que soit le prix des produits de consommation, ils seront chers. Quand on est seul à toujours dépenser. Mais quand on est deux à dépenser, la charge devient moins lourde. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous pensons à cette femme qui n'a pas suffisamment de ressources pour s'approvisionner et nous travaillons, nous, à ce qu'elle puisse avoir d'abord ce dont elle a besoin en qualité et en quantité. Très bien. Ça, c'est notre première mission. C'est-à-dire faire en sorte que cette dame-là, en allant sur le marché, qu'elle puisse trouver vraiment les produits dont elle a besoin. Et c'est la première mission du ministère du Commerce, l'approvisionnement correct du marché. Mais nous faisons en sorte également de ne pas grever davantage le budget de cette dame en laissant sur le marché des produits de piètre qualité. Parce que ces produits de piètre qualité pourraient lui causer à elle ou à ses enfants une maladie, donc ce qui va grever davantage son budget. Donc la deuxième mission du ministère du Commerce, c'est de veiller sur la qualité des produits. La troisième mission du ministère du Commerce, maintenant, c'est de veiller à ce que le produit qui est proposé à cette mère de famille soit quand même à un prix acceptable. Mais pour que ce prix soit acceptable, il est vrai, il y a une poignée de produits dont l'État
à fixer le prix, mais pour lui permettre à cette bonne dame de pouvoir s'approvisionner et d'avoir le choix, il y a la liberté qui lui permet de trouver sur le marché une quantité suffisante et des produits diversifiés, et donc en fonction de ses moyens, elle peut choisir le produit qui répond le mieux à ses critères. Très bien. Alors, vous sortez, Madame la Ministre, du Conseil national de la consommation, suivi de cette conférence de presse conjointe avec votre collègue des Finances. Une batterie de mesures est annoncée. Il y a cet arrêté qui date de samedi fixant les prix plafonds pour certains produits, dont l'huile, entre autres. Alors, nous tenterons d'aller au-delà des mesures, de la batterie de mesures annoncées pour éclairer davantage l'opinion. Mais tout d'abord, cette plainte d'associations consuméristes qui dénonce une absence de concertation au préalable. Qu'en dites-vous? Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis la badienne nationale. En tant que badienne nationale, évidemment, j'écoute tout le monde. Oui. C'est pour cela qu'au mois de mai, nous avons initié des rencontres bimensuelles avec tous les acteurs qu'on a intitulé la conso-confiance, les rendez-vous de la consommation. Parce qu'il s'agit pour nous de créer un cadre de dialogue entre les consommateurs, les producteurs, les commerçants et le ministère du Commerce. Créer vraiment un climat de confiance, parce que souvent, il y a la suspicion, les consommateurs disent que les commerçants abusent de leur position, alors que les commerçants également ont leurs contraintes. Les producteurs de leur côté ont une certaine posture vis-à-vis des commerçants. Or, tous ceux-là sont des partenaires, ils ont des relations d'interdépendance. Nul ne peut aller sans l'autre. Et nous, ministère du Commerce, nous jouons le rôle d'arbitre. Et pour mieux jouer ce rôle d'arbitre, nous avons jugé utile de créer ce cadre qui s'appelle, encore une fois, la conso-confiance, les rendez-vous de la consommation. La première édition s'est tenue le 11 mai 2021 au CICES. La deuxième édition s'est tenue durant le mois de juillet au CICES. Et nous sommes en train de préparer la troisième édition. Il est également demandé d'y associer la presse, non pas en tant qu'observateur simplement, mais en tant qu'acteur aussi, en tant que consommateur. Oui, la presse, en tout cas, oui, pourquoi pas. La presse, de toute façon, est conviée et elle a toujours couvert toutes ces activités dont je viens de parler. Il ne s'agit pas d'activités fermées, mais ce sont des activités vraiment ouvertes, vraiment et tout le monde, plus il y aura de personnes, mieux ce sera. Donc, c'est vraiment un cadre de concertation, véritablement, entre producteurs, consommateurs, commerçants et ministère du Commerce. Et donc la première édition de la conso-confiance, qui avait coïncidé d'ailleurs avec la situation un peu, la grève des transporteurs des hydrocarbures, nous avions mis l'accent sur le thème, sur le contrôle que le ministère du Commerce exerce dans le cadre des hydrocarbures. Et nous avions montré aux consommateurs comment nous veillons à ce que, par exemple, quand on leur vend 1 litre d'essence, que ce soit véritablement 1 litre d'essence. Et donc nous avions à l'époque également réalisé un film qu'on a partagé avec eux et nous avons passé toute une journée avec eux. Nous en parlerons tout à l'heure avec d'autres questions périphériques parce qu'il y a beaucoup qui pensent que le ministère du Commerce ne s'intéresse en réalité qu'aux produits alimentaires. Mais bon, apparemment, ce n'est pas le cas. De toute façon, on ne vous entend que sur ces questions-là de denrées de première nécessité. C'est parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Oui. Vous savez, nous, quand nous sommes arrivés à la tête de ce ministère, nous avons justement voulu que le ministère assume toutes les missions qui lui sont confiées, malgré la modicité peut-être de nos moyens. Et je voudrais revenir en tout cas d'abord à la conso-confiance, puisque la deuxième édition, elle est importante. Oui. Parce que la deuxième édition a porté sur le régime de la fixation des prix. Oui. Pour expliquer aux consommateurs sous quel régime se trouve le Sénégal et comment nous fixons les prix. Oui. Et c'était l'occasion également pour nous de partager davantage avec les consommateurs sur les fluctuations au niveau mondial et l'impact au plan national. Très bien. Voilà. Alors le Conseil national de consommation de mardi, c'est un peu le contexte qu'il a imposé. Le dernier s'est tenu il y a 2 ans, alors qu'il est censé se tenir tous les 3 mois. Comment vous le justifiez?
Oui, le Conseil national de la consommation est un organe consultatif. C'est-à-dire, on le consulte sur des questions bien précises, soit toutes les questions, le gouvernement a l'obligation de consulter le Conseil national de la consommation. C'est la périodicité qui n'est pas respectée. Le Conseil national de la consommation, sur les questions de prix, sur la réglementation, etc. Et il ne s'agit pas de venir pour discuter comme dans le cadre de la consommation. Il s'agit de venir discuter et faire des propositions qui pourraient être suivies des faits. Et donc, quel est le sens d'avoir fixé une périodicité qui n'est pas respectée? Le Conseil national de la consommation s'est réuni durant l'année 2019. Je venais juste d'arriver, donc nous avions démarré certaines activités dans le cadre du secteur de la boulangerie. Il s'est tenu le 1er août, je pense, et le 1er octobre. Ce n'est pas la question. Non, la question, c'est exactement qu'est-ce qui explique le non-respect de la périodicité. Mais il faut justement, si vous n'écoutez pas, il sera difficile pour vous de comprendre. Et il sera difficile également à vos auditeurs et également aux téléspectateurs de bien comprendre. Si vous ne répondez pas aux questions précisément, on va perdre du temps sans vraiment apporter les réponses dont on a besoin. J'y arrive parce qu'il y a une logique. Ouais. Je veux d'abord vous mettre dans le contexte pour que vous compreniez. Parce que si vous n'êtes pas dans le contexte, vous risquez de ne pas bien comprendre ce que je dis. Alors, donc, le dernier Conseil national de la consommation s'est tenu le mois d'octobre 2019. Après, on est entré dans la période de la pandémie. Et nous avons organisé une réunion beaucoup plus large. La réunion n'était pas intitulée Conseil, mais c'était une réunion plus large que le Conseil. On a réuni l'ensemble des acteurs, les associations de consommateurs. C'était le 25 mars 2020. C'était pour discuter sur l'approvisionnement du marché face à ce contexte de Covid. Et quand nous avons échangé avec l'ensemble des acteurs, comme vous le savez, avec la pandémie, il y avait des mesures de restriction concernant un peu les rencontres. Et donc, quand nous avons tenu la rencontre avec les 25 mars, avec le 25 mars, le comité avait décidé de mettre en place un comité de veille sur les produits de grande consommation. Et ce comité s'est réuni à plusieurs fois. Donc, parce qu'on a mis le focus sur l'approvisionnement du marché, parce que nous sommes dans un contexte très difficile, il fallait créer un cadre de dialogue entre le ministère et ceux qui approvisionnent le marché pour veiller à ce que vraiment tout le consommateur trouve sur le marché tout ce dont il a besoin. Donc, si je vous suis, la question de la périodicité n'est plus de rigueur. Non, elle n'est pas obligatoire. C'est une proposition. D'accord. Chaque fois que de besoin, on peut faire... parce que quand on réunit, quel est le sens de réunir un Conseil national de la consommation si on ne peut pas avoir... si on n'a pas de matière? La matière, elle est permanente. Quelle matière, par exemple? La consommation, de façon générale, il y a toujours des choses à Mais c'est redire. ce que je dis. C'est-à-dire le Conseil, il doit aboutir à des propositions qui seront suivies des faits. S'il n'y a pas de propositions suivies des faits, ça va être compliqué. Et les matières sont bien claires. C'est sur les prix, sur la réglementation ou sur les circuits de distribution. Donc, si on n'a pas de problème sur les prix, sur les circuits de distribution et qu'il n'y a pas une réglementation qui nécessite une discussion du Conseil, on va se réunir pour discuter de quoi? Pour une approche de proactivité. Non, c'est pourquoi justement on a créé la conso-confiance. C'est la conso-confiance maintenant qui permet au Conseil. C'est une innovation, c'est le cadre permanent, en fait, c'est une innovation du ministère du Commerce et des PME et il faut bien le rappeler. Nous avons créé justement la conso-confiance pour pallier justement à ces insuffisances-là. Parce que comment on peut réunir le Conseil national de la consommation? C'est quand même solennel, le Conseil national de la consommation. Là, c'est un peu plus clair. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, je vous cite, le gouvernement travaille à contenir l'augmentation des prix de certains produits. Le coût des produits reste assujetti au marché international. C'est ce que vous dites lors du Conseil national de consommation de mardi dernier, on est bien d'accord? Eh bien, seulement, vous avez dit les deux mêmes phrases il y a 2 mois et demi. Devrait-on comprendre, Madame le ministre, que vous êtes scotché au starting block depuis pour ce faire? C'est quoi ça, le starting block?
Il faut peut-être être beaucoup plus explicite, je n'ai pas compris votre question. Alors c'est une image, bon, je vais parler littéralement. Alors est-ce que cela veut dire que vous êtes resté au point mort depuis que vous avez dit ces deux phrases il y a 2 mois, et c'est la même phrase que vous répétez? C'était quel mois? C'était au mois de juillet, il me semble. De juin. De juin, au mois de juin, vous le dites. Je disais quoi? Vous le dites à Diourbel précisément. Vous dites le gouvernement travaille à contenir l'augmentation des prix. Ça c'est la première phrase. La seconde phrase, le coût des produits reste assujetti au marché international. Il y a 2 mois, et c'est la même phrase que vous nous sortez lors du dernier conseil de mardi. Donc c'était à se demander, est-ce que le ministre a bougé? Mais vous savez, c'est une question extrêmement intéressante. Parce que je le disais tout à l'heure, mais peut-être qu'il faut que je sois beaucoup plus précise. Le Sénégal a opté depuis 1994 pour le régime de la liberté des prix. Et donc, dans un tel contexte, nous sommes tous des citoyens. Vous vous activez, vous aimeriez bien connaître les règles du jeu en amont. Oui. Si à chaque fois on doit changer les règles du jeu, ça va être très compliqué pour vous de vous ajuster. Vous avez vous-même reconnu les limites de ce régime de libéralisation. Mais c'est une loi. La loi, elle est au-dessus de tout le monde. C'est nous tous qui avions adopté en 1914 le régime de la libéralisation du commerce. Il faudrait peut-être revoir la copie, si on se rend compte tous que... Il nous sera très difficile de revenir sur le régime de la libéralisation. Ce que l'on peut faire, c'est, comme le prévoit le régime de la libéralisation, que l'État choisisse certains produits qui devront faire l'objet d'administration du prix. Et également, quand le marché est véritablement perturbé, que l'État prenne certaines mesures. C'est pourquoi parfois, on peut voir un produit qui était sous le régime de la liberté, on le ramène sous le régime de l'administration. Et ça s'est passé par exemple en 2012. Parce que le prix du sucre à l'époque coûtait 700 francs. Et pour réduire le prix du sucre, on a retiré le sucre du régime de la liberté pour le mettre dans le régime de l'administration, ce qui nous a permis de contenir les prix du sucre jusque-là. Très bien. Alors, donc, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que l'État a tout de même tenu à souligner les 47 milliards de francs CFA que lui coûte le gel de certaines taxes. Alors, comment entendez-vous vous y prendre concrètement sur le terrain pour que cette renonciation ne soit pas vaine, justement? Moi, je vais revenir d'abord sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, que j'ai dit il y a de cela 2 mois, que l'État travaille à contenir les prix. Oui. Vous savez, la première fois qu'on m'avait posé la question des prix, je pense que ça doit être au mois d'avril ou bien au mois de mai. Oui. J'ai dit clairement que l'État du Sénégal ne peut pas n'est pas responsable de la hausse, puisque c'est une hausse qui est importée. Ça avait fait beaucoup de débats parce que malheureusement ici, beaucoup d'entre nous n'aiment pas parfois voir la réalité en face. C'est une réalité qui appelle maintenant, beaucoup d'autres le président de la République, oui, en conseil du ministre, a demandé au gouvernement de travailler à contenir les prix. Oui. Et nous y avons travaillé. Vous pensez que ces mesures-là, ce sont des mesures qui sont juste prises de façon précipitée? Ce sont des mesures sur lesquelles nous travaillons avec le ministère des Finances, le ministère de l'Économie depuis des mois déjà. Parce qu'à chaque fois, il faut bien voir quel pourrait être l'impact des différentes mesures proposées sur véritablement d'abord les budgets aussi de l'État. Parce que nous demandons tellement de choses à l'État, il faut bien que l'État trouve ces ressources-là quelque part. Concrètement, l'État renonce à 47 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, comment vous comptez, votre département, comment vous comptez vous y prendre pour que cette renonciation ne soit pas vaine, justement? Le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises a aujourd'hui comme objectif de préserver le pouvoir d'achat des ménages. C'est l'objectif du gouvernement du Sénégal. Et pour cela, il fallait déjà cet effort conséquent de l'État du Sénégal. Mais aussi, à la suite donc de cet effort conséquent, nous avons revu la structure des produits concernés et nous sommes arrivés à un niveau de prix que nous avons partagé d'ailleurs avec les acteurs. Et à la suite donc de ces différentes rencontres, un arrêté fixant ces prix a été pris. Maintenant, il s'agit pour le ministère du Commerce de veiller à l'application de cet arrêté. Comment?
Hier, j'ai réuni l'ensemble du personnel de la direction du commerce intérieur pour les sensibiliser sur la nécessité pour eux d'être davantage sur le terrain. Ils sont déjà sur le terrain, ils font le contrôle au quotidien. Mais aujourd'hui, il s'agit pour eux d'être davantage visibles sur le terrain. Et le gouvernement du Sénégal a voulu accompagner le ministère du Commerce dans le cadre véritablement de l'atteinte de cet objectif en lui allouant 35 véhicules pick-up qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Donc il s'agit pour maintenant le ministère du Commerce de mobiliser tous ces agents pour aller. Par rapport, parce que on a déjà quand même quelques véhicules, c'est vrai, on a demandé des moyens supplémentaires. C'est un parc en renfort. Voilà, c'est un parc en renfort qui est venu s'ajouter à notre parc. Il y a aussi des consommateurs qui voudraient bien avoir un numéro vert sur lequel appeler quand ils sont confrontés à des spéculations de la part de commerçants, même du commerçant du quartier. Le ministère du Commerce a déjà saisi les autorités compétentes pour la réattribution de cette ligne. Réattribution, donc vous l'aviez au préalable. Oui, c'était une ligne qui était là. À chaque fois qu'il y a des problèmes, cette ligne est là. Parce que le ministère du Commerce est un ministère très dynamique. Parfois, il y a des problèmes. Voilà. Donc pourquoi attendre qu'il y ait des problèmes pour activer la ligne? Mais parce que parfois quand tu as la ligne et qu'il n'y a pas de problème, personne n'appelle sur la ligne. Donc c'est de l'argent, ce sont des ressources perdues. Donc nous sommes dans quand même la bonne gestion quand même de ces ressources-là. Donc vous nous suivez sur iRadio ITV et sur nos plateformes digitales. Nous sommes avec Madame Assom Aminata Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Alors, si nous revenons à notre sujet, votre argumentaire pour expliquer un peu les difficultés auxquelles sont confrontés les Sénégalais tourne autour de la Covid-19, je veux dire des effets de la Covid-19, de la réalité actuelle du marché international. Alors, que dire de la flambée constatée sur des produits qui n'ont pas voyagé, des produits locaux et qui deviennent inaccessibles, du poisson fumé à la viande, pour ne citer que ces deux produits? Ça vous fait rire, Madame le ministre. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, le kilo est passé à 5 000 francs CFA, paraît-il, de viande. Khalifa, moi j'ai l'impression qu'on veut régresser de 30 ans. Comment? Je disais tout à l'heure qu'on est sous le régime de la liberté. On est bien d'accord. C'est seulement les produits essentiels qui font l'objet d'administration. Si vous mangez du poisson fumé ou que vous n'en mangez pas, est-ce que vous en mourrez? C'est-à-dire l'État met l'accent sur les produits essentiels dont nous avons besoin pour vivre. Mais le reste, vraiment libérons le commerce pour permettre à n'importe qui d'entreprendre. C'est ça l'intérêt, de la liberté. Non, pas du tout. Il faut laisser... Une liberté, elle est toujours encadrée, Madame la ministre. Mais c'est justement pourquoi le gouvernement a encadré les produits qu'il juge nécessaire d'encadrer. Mais si on se met à réguler... Si on ne peut plus manger de viande, si n'importe qui ne peut plus manger de viande, même pas de poisson fumé, je vais dire même ketchup pour que ça soit un peu plus clair, c'est compliqué. Non, on ne peut pas tout réguler. Franchement, si nous le faisons, nous allons régresser et régresser et régresser encore. Tous les pays qui sont allés de l'avant l'ont fait à travers une libéralisation de leur économie. Ce que nous pouvons faire, parce que c'est vrai, la libéralisation ne veut pas dire que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais la libéralisation aussi exige de laisser véritablement le consommateur choisir le produit dont il a besoin selon le consommateur pourrait bien entendre qu'un produit soit cher parce que c'est un produit qui a pris le bateau, qui a pris l'avion, mais un produit made in Sénégal. Mais vous savez, si nous avons toujours... vous savez, si nous avons encore des problèmes, parce que, par exemple, la viande dont vous parlez, elle nous vient d'ailleurs. Elle nous vient principalement du Mali ou bien du Brésil. Eh bien, pas essentiellement, j'espère. La plus grande partie nous vient d'ailleurs, malheureusement, Khalifa. C'est ça la réalité.
Donc quand il y a des problèmes au niveau international, nous en subissons les contre-coups. Mais aussi aujourd'hui, si nous voulons booster notre production, la viande que nous consommons au Sénégal, pour l'essentiel, nous vient d'ailleurs. Une partie vient du Mali, une autre partie vient du Brésil. C'est l'autre partie que nous consommons, qui vient d'ici. À quelle échelle? Je ne peux pas vous dire à quelle échelle précisément, mais c'est comme ça en fait. Même si vous avez suivi dans la presse, certains bouchers, ils vous ont clairement indiqué que leur bœuf vient du Mali. Faudrait-il aller jusqu'à l'homologation de ces prix ou ce n'est pas possible? En tout cas, pour le moment, ce n'est pas l'option du gouvernement. L'option du gouvernement, c'est d'encourager les Sénégalais et les Sénégalaises à entreprendre, à voir les créneaux porteurs et à s'y investir pour gagner de l'argent et créer de la richesse pour le pays. Alors, Madame la Ministre, est-ce que l'État du Sénégal ne se sent pas pris au piège, le piège du régime de la libéralisation qui, par moment, justement, peut le rendre impuissant quelque peu devant le privé qui peut dicter sa loi? L'État du Sénégal... C'est ça que vous êtes en train de dire en quelque sorte. L'État du Sénégal est en train de faire ce qu'il a à faire. C'est le privé qui crée de la richesse. Si nous bridons trop le privé, il n'aura pas la liberté qu'il lui faut pour s'investir véritablement, créer de la richesse. L'enfant gâté de la sphère de la consommation. Mais l'enfant gâté de la sphère, est-ce que c'est le privé? Il faut qu'on se pose la question. Est-ce que c'est véritablement le privé? Qui est-ce? Je ne sais pas. Vous devez dire, mais est-ce que c'est véritablement le privé? Ce serait qui? Non, moi je pense que nous devons beaucoup de respect. Moi j'ai beaucoup Vous seriez en train de traiter le consommateur d'enfant gâté? Moi j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour le privé sénégalais. Oui. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour nos importateurs. Parce que c'est grâce à eux que nous trouvons sur le marché ce dont nous avons besoin. Ils prennent des risques. Ils prennent des risques très, très, très importants pour approvisionner le marché. Particulièrement dans ce contexte difficile. Ce n'est pas de la philanthropie non plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La preuve. Le ministre du Commerce et des PME est également ministre des PME. Oui. Nous gérons certes le pouvoir d'achat, mais comme j'ai toujours dit, ailleurs d'ailleurs, je l'ai dit, le ministre du Commerce est également le médecin de famille de nos entreprises. Et le médecin de famille d'une entreprise, le médecin de famille ne vient pas seulement quand vous êtes malade. Même quand vous n'êtes pas malade, il vient, il vous consulte et donc il peut vous prescrire une ordonnance pour éviter que vous ne tombiez malade. Aujourd'hui, nos importateurs, en tant que ministre des PME, je dois veiller également à leur intérêt. Le sens de ma question, c'est est-ce que justement ce régime de libéralisation ne constitue pas un boulet pour l'État? Non, le régime de la libéralisation ne constitue pas un boulet pour l'État. Nullement. Au contraire, c'est plutôt le régime peut-être... Vous ne vous dites pas parfois, écoutez, on ne peut plus rien faire parce que c'est la loi de 94? Mais parce que c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal? Oui. La liberté, c'est ce qui est normal. Quand ce qui est normal devient difficile à vivre, mais quand c'est difficile, c'est justement quand c'est difficile que l'État... La loi est faite par les hommes. Que l'État prend les dispositions nécessaires pour que le marché s'ajuste. Tant que tout va bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde se porte très bien. Mais quand il y a un problème, à partir de ce moment, l'État vient maintenant pour dire ah, attention, pour tel produit, nous devons faire ainsi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce qu'il faut qu'on sorte de nos têtes, c'est de vouloir ramener le Sénégal vraiment dans un régime d'économie planifiée, dans un régime de fixation de tous les prix. Vraiment, si nous le faisons, parce que l'intérêt pour nous d'être dans un régime de liberté, surtout dans ce contexte particulier, c'est que ça va permettre à l'importateur, quel que soit le prix qu'il va trouver sur le marché international, parce que le marché international ne demande pas l'avis du Sénégal pour fixer le prix. Donc, quel que soit le prix qui est fixé au niveau international, il peut acheter le produit et l'amener au Sénégal en étant sûr qu'en mettant une marge, je peux le vendre. Ouais. Mais si on vous dit que vous ne vendez le produit
qu'à 1000 francs et qu'on voit que sur le marché international, le produit est déjà à 1100 francs, c'est clair que je ne vais pas l'amener parce que si je l'amène, je ne vais pas vendre. Et là, nous risquons de créer une situation de pénurie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, concernant les prix, nous avons travaillé avec les acteurs, aussi bien les importateurs, les consommateurs, et nous sommes arrivés sur un prix qui est maintenant homologué. Et c'est sur les 4 produits, c'est seulement sur ces 4 produits-là que le contrôle va porter. Maintenant, ce sera pour... c'est l'huile en dosette, l'huile en litre, donc vendue au litre par... voilà, l'huile souvent qu'on met dans le fût là, pour le vendre. Le sucre cristallisé, le riz ordinaire. Et même pour le riz, ce n'est pas toutes les catégories de riz qui sont homologuées, c'est uniquement le riz ordinaire. Qu'en est-il de cette huile justement annoncée en grande pompe, l'huile d'arachide 100% sénégalaise? Les Sénégalais, parfois, on a parfois nos propres préférences de consommation, en matière de consommation. Et généralement, nous préférons acheter une huile à un prix bien déterminé. Et l'huile d'arachide se vend à un prix plus important, plus cher, plus élevé donc que l'huile de soja ou bien l'huile de tournesol ou bien l'huile de palme que nous importons. Donc c'est ça la difficulté. Donc c'est pourquoi souvent la Sonacos transforme et vend à l'extérieur et importe l'huile de soja qu'elle transporte pour mettre sur le marché. Parce que le prix d'acquisition de cette huile semble être élevé par rapport au pouvoir d'achat d'une bonne partie de la population sénégalaise. iRadio ITV, jury du dimanche, qui accueille aujourd'hui, ce dimanche donc, Madame Assom Aminata Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Alors pour parler, Madame le ministre de la Production locale, nous savons que la transformation et surtout la conservation sont le pire cauchemar des producteurs sénégalais. Le président de la République a octroyé à votre département 2 milliards de francs CFA il y a de cela 2 mois. Comment expliquer toute cette récolte d'oignons qui a été mise à terre récemment, faute de capacité d'emmagasinage, sans parler bien entendu du fait que le Sénégal continue d'importer des produits qui pourrissent sur son sol? Le problème qui se pose, c'est que, comme je le disais, au-delà de l'effort de l'État, chacun d'entre nous a son effort personnel à faire. Nous savons qu'il y a une production. Quand on crée une entreprise, c'est quoi? C'est le besoin, l'idée, c'est ce qui crée l'opportunité. Donc on voit que les producteurs produisent beaucoup, qu'ils n'arrivent pas à conserver. Donc c'est une opportunité de création d'entreprises pour tout secteur privé qui s'intéresse. Donc le problème de la création des infrastructures de stockage, de transformation des produits devrait être pris en charge par les Sénégalais eux-mêmes. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas noté cet engouement des Sénégalais dans la création de ces infrastructures de stockage, de ces infrastructures peut-être de transformation de ces produits, que l'État a décidé de mettre à la disposition du ministère du Commerce une ligne. Mais nous travaillons nous encourageons en tout cas certains producteurs et certains commerçants, parce que vous savez, dans le cadre de ces différents produits, il y a une interprofession qui est créée. On est bien d'accord que le président a pris à bras le corps le problème en vous octroyant ces 2 milliards de francs CFA. Mais quelques mois après, tout pourri, tout est enterré. Ces producteurs-là, leur préoccupation, aujourd'hui leur objectif, c'est de travailler avec le ministère à ce que cette situation qu'ils ont vécue cette année ne se reproduise pas l'année prochaine. Très bien. Et pour cela, vous êtes en mesure de dire que la situation ne se reproduira pas? D'y travailler avec certains privés. Je peux dire que nous avons reçu plus d'une douzaine de chefs de projet. Et les projets qui nous sont proposés, nous avons choisi 2 qui sont véritablement à maturité. Et c'est avec ces personnes-là que nous allons travailler. Et nous espérons, en tout cas nous travaillons tous pour que dès le mois de mars
prochain, ces infrastructures soient disponibles. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, il n'y aura pas de pommes de terre ou d'oignons enterrés. Il y aura au moins des infrastructures de stockage. Comme vous le savez, le besoin quand même est énorme. Et la transformation, le besoin est énorme. Le stockage, c'est une chose, mais la transformation en est une autre. C'est aussi une façon de sauver la récolte. Oui, bien sûr. La transformation en est une autre. D'ailleurs, l'une des entreprises là, que nous avons sélectionnées a pour projet non seulement d'installer des infrastructures de stockage, mais également de petites unités de transformation de ces oignons et de la pomme de terre. Quelle est la place justement de la Casamance dans ce projet? Parce que la problématique de la transformation est un réel problème sur place. Khalifa, nous parlons d'abord de l'oignon. Je dis ce que nous sommes en train de faire, non, là, parce que les 2 milliards qui sont octroyés, c'est pour les infrastructures de stockage. Et il y a dans les idées de projets qui nous sont proposées par, en tout cas les promoteurs, il y a l'aspect transformation. Pour ce qui s'agit de la Casamance, il y a également une unité de transformation qui est installée à Bignona. Et c'est une unité de transformation de tous les fruits en fait, qui sont produits au Sénégal, en Casamance. Et donc cette unité va commencer avec la mangue. Donc l'unité s'est déjà construite, équipée. On a fait les tests en début de saison cette année à Bignona. Et donc, très prochainement, le président de la République l'inaugurera. Et donc, nous pourrons transformer tous les produits, en tout cas de la Casamance. J'espère bien. Il faudrait qu'on arrête d'importer du jus de mangue. La pulpe, c'est vrai. Ça pourrait servir parce que si nous transformons, nous faisons en tout cas de la pulpe de mangue, parce que l'usine en fait qui est à Bignona, la première filière qui a justifié un peu la création de cette usine, c'est la filière mangue. C'était pour transformer les mangues en pulpe, produire de la pulpe de mangue à vendre donc à nos industriels ici au Sénégal, qui pourraient l'utiliser pour faire du jus. Parfaitement. Alors, Madame la Ministre, nous allons parler des prix. Les prix, le commerce ne concerne pas que les denrées de première nécessité, les denrées alimentaires, nous en parlions tout à l'heure. Alors, pourquoi on n'entend pas le ministre sur la vente de services tels que le transfert d'argent, les prix de l'eau, de l'électricité, des médicaments? Du moins, certaines associations consuméristes aimeraient comprendre s'il s'agit d'un problème structurel ou un défaut d'harmonisation des infrastructures, des instruments de gouvernance. Des instruments de gouvernance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, les missions du ministère du Commerce sont très larges. Vous êtes dépouillé de certaines de vos prérogatives? Non, les missions sont très larges. On a énormément de choses à faire. C'est vrai, souvent, comme vous le savez, les questions qui concernent les denrées, ce sont des questions urgentes. Donc, elles prennent rapidement le dessus sur toutes les actions parce qu'il faut réagir tout de suite. Mais le ministère du Commerce intervient sur toutes les questions. Sur toutes les questions, comme vous le savez, par exemple, récemment, vous avez suivi pour les compteurs, le ministère du Commerce a vérifié la conformité parce qu'il y a l'obligation pour les importateurs de ces compteurs-là de les faire vérifier par le ministère du Commerce avant. Le ministère du Il y en aurait 15 000 de saisies? 15 000 compteurs non conformes? Le contrôle se poursuit parce que, comme vous le savez, pour la saisie des 15 000... La vérification de façon régulière, on peut voir en fonction des paramètres, des choses peuvent évoluer. En tout cas, ce qui est constant, c'est que le ministère y travaille. Concernant également l'électricité, quand il y a un problème entre le consommateur, un consommateur qui juge que peut-être on lui a facturé plus cher qu'on ne devrait lui facturer, à partir de ce moment aussi, le ministère du Commerce peut intervenir. Est-ce qu'il y a bien eu 15 000 compteurs non conformes saisis? Également, concernant l'eau, nous faisons le même travail pour ce qui est des compteurs pour vérifier véritablement sur ces différentes questions. Donc, pour dire qu'effectivement, nous avons une mission très large.
Et nous intervenons, peut-être que nous pêchons dans la communication, peut-être qu'on ne communique pas beaucoup, mais souvent on considère que... L'opportunité de dire aux Sénégalais si cette saisie est bien réelle ou non, mais vous préférez esquiver la question. Avançons. En tout cas, le travail se poursuit. Donc, le travail se poursuit, nous n'avons pas... Justement, pour parler de Sénégalais, avant de refermer ce chapitre, deux questions d'auditeurs, téléspectateurs d'ITV et d'I-Radio. D'abord, celle de Alioune Gueye. Comment comprendre un problème d'approvisionnement en sucre alors que les stocks de la CSS, la compagnie sucrière sénégalaise, couvriraient la demande actuelle? Vous savez, Alioune Gueye de Yoff. La CSS, malheureusement, ne distribue pas. C'est-à-dire, c'est pas la CSS au niveau production. Pour que le produit soit disponible auprès du consommateur, il faut qu'il soit distribué par les commerçants. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous avons... Oui, c'est ce que je vous explique. Je dis, tant qu'il y aura une relation de confrontation entre l'industriel et les commerçants, on sera toujours confronté à ce genre de problème. Il faudrait qu'on arrive à comprendre, que chacun arrive à comprendre qu'ils sont complémentaires, qu'ils ne sont pas concurrents et qu'ils peuvent travailler ensemble la main dans la main. Mais ce que nous notons parfois, c'est que la CSS peut tirer de son côté, les commerçants tirent de leur côté et malheureusement, c'est le consommateur qui perd. Et le gouvernement devrait arbitrer, non? Le gouvernement peut discuter, parce que le gouvernement ne peut pas dire aux commerçants « va acheter à la CSS par la force ». Le gouvernement, ce qu'il peut faire, c'est l'intérêt, encore une fois, de la création de ce cadre de concertation, sensibiliser les uns et les autres pour leur faire comprendre que vous devez travailler ensemble. Donc, le gouvernement est bien limité par ce régime de libéralisation. Vous n'êtes pas... Mais dans aucun pays au monde, le gouvernement ne peut obliger un opérateur à acheter. Très bien. Sinon, ce serait véritablement de l'abus. Deuxième et dernière question, donc, que je vais restituer in extenso. Je m'appelle Alioune Ba, président de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal. Nous constatons qu'une minorité de commerçants gagne davantage au détriment des commerçants les plus vulnérables, les plus proches de la population. Je veux nommer les boutiquiers détaillants du Sénégal oubliés complètement par leur ministre. C'est lui qui le dit. La libéralisation du commerce a montré ses limites et le secteur du commerce ne doit pas être une jungle où les plus forts écrasent les plus faibles. Donc, Madame la ministre, ne pensez-vous pas, pour garder le contrôle sur le commerce, qu'il faut revenir sur la régulation du commerce en y associant les acteurs clés que sont les boutiquiers détaillants? Question in extenso d'Alioune Ba, président de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal. Et je voudrais tout d'abord saluer M. Ba, vraiment parce que les boutiquiers sont ceux-là justement qui sont le dernier maillon, constituent le dernier maillon de la chaîne et qui permettent aux consommateurs d'avoir accès aux produits. Donc ils sont extrêmement importants. Le ministère du Commerce leur ouvre sa porte, comme il le fait pour tous les autres acteurs. Il faudrait peut-être que leur association se rapproche davantage du ministère du Commerce, parce que comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, quand nous menons des concertations, nous le faisons avec tous les acteurs. Donc je les invite véritablement à se rapprocher davantage de ce ministère. Parfait. Mais ce que nous constatons sur les prix, en fait, c'est que la marge la plus élevée, et c'est au niveau du détail qu'on la remarque. C'est important parce que le produit dure beaucoup plus longtemps à leur niveau. Mais au niveau des importateurs, là, la concurrence joue. Au niveau import, dès qu'il y a une surabondance du produit sur le marché, les prix chutent. Au niveau du demi-grossiste également. Mais même quand il y a ces baisses du fait de la concurrence, ça ne se répercute jamais auprès du consommateur. Et ça, c'est la faute du boutiquier détaillant. Parce qu'il garde toute la marge. Non seulement il garde la marge qu'il a de façon réglementaire, mais s'il bénéficie d'autres marges du fait de la concurrence entre importateurs ou bien entre demi-grossistes, ils gardent cette marge-là. Voilà. Donc, ils ne sont pas aussi victimes qu'ils le disent, bien au contraire. Voilà, bien au contraire. Maintenant, nous, ce que nous faisons, par exemple, pour le contrôle,
Par exemple, pourquoi on a fixé le prix uniquement au niveau détail? Parce que quand on parle de spéculation, c'est à ce niveau souvent que l'on note la spéculation. Ce n'est ni au niveau import, ni au niveau de micro-grossistes. D'où l'intérêt de ce numéro vert pour permettre à chaque Sénégalais de pouvoir appeler pour faire une délation, disons, citoyenne. Oui, c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons demandé au gouvernement de nous réallouer un peu cette ligne. Et donc, nous pourrons répondre. Donc, nous l'encourageons véritablement à se rapprocher du ministère, mais il ne faut pas qu'il se victimise, hein, parce que là-bas, au niveau du demi-gros détail, ils prennent des petites marges. Il n'y a pas de grand problème à leur niveau. C'est au niveau du détail que le problème se pose véritablement. Jeudi dimanche sur iRadio, ITV, Mme Assom Aminata Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, les PME. Question internationale avant de passer à la politique. Pour terminer, le Sénégal dispose-t-il de conseillers commerciaux dans ses ambassades pour coller réellement à l'ère de la globalisation, surtout dans ce contexte de crise mondiale? Elle est drôle la question. Vous savez, l'envoi des conseillers commerciaux est de la prérogative du président de la République. Alors oui ou non? Donc, il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus, je ne sais pas, mesuré sur cette question. Mais ce qui est constant, c'est que dans certains pays, nous avons des conseillers. Dans quel pays? Dans des pays comme par exemple la Chine, dans un pays comme la Suisse. Et souvent, c'est l'opportunité, parce que nous parlons tout le temps de la réduction du train de vie de l'État. Donc il y en a deux. Donc quand on a des conseillers, il y en aurait deux. Quand on a des conseillers aussi, ce sont des charges aussi pour l'État. Ce qu'il faudrait qu'on dise, c'est-à-dire moi je veux que vous compreniez que c'est en fonction de l'opportunité. Aujourd'hui par exemple, pourquoi la Suisse? Parce que nous avons l'Organisation mondiale du commerce et donc il est important qu'on ait des conseillers à ce niveau-là pour discuter des questions, suivre les questions, toutes les discussions qui concernent les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et on a nécessairement besoin de ces conseillers. Au niveau de la Chine aussi, compte tenu un peu de nos relations, véritablement, l'État a jugé utile d'avoir le conseiller. Et ça, nous avons à la fois quelqu'un du... Non, il y a beaucoup de conseillers, je veux dire les conseillers qui viennent du ministère du Commerce et des PME. Voilà, donc nous en avons en Chine et en Suisse, mais pour les autres pays, il y a des conseillers aussi qui sont placés sous, en tout cas, l'autorité des ambassades et qui donc jouent le rôle qui en tout cas, qui leur est dévolu. Ils font le travail des conseillers commerciaux qui ne sont pas présents pour représenter le Sénégal. Vous savez, c'est l'ambassadeur qui représente le Sénégal. Là, nous sommes en train de parler de commerce, madame, nous parlons d'échange, madame la ministre. Vous sortez du contexte. L'ambassadeur dans son pays représente... Mais on est bien d'accord, madame la ministre, mais précisément là, en l'occurrence, nous sommes en train de parler de commerce et de conseillers commerciaux, précisément. Mais le premier conseiller du pays, c'est l'ambassadeur qui est affecté. Alors passons. La question sous-régionale qui nous ramène au Sénégal. Alors, sommes-nous prêts, nous, Sénégalais, à aller à la conquête des plus de 350 millions de consommateurs de l'espace CEDEAO face à la Côte d'Ivoire, dont le ministère du Commerce compte 15 directions, contre 4 seulement pour le Sénégal, 15 d'ailleurs, dont une chargée de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la vie chère. Une direction, j'en suis persuadé, qui parlerait aux Sénégalais. Khalifa, je serais très intéressée si on pouvait me dire si la vie est moins chère en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. En tout cas, manger à sa faim. Le nombre de directions. Manger à sa faim coûte moins cher en Côte d'Ivoire, à Abidjan qu'au Sénégal. Parce qu'il y a une forte production pour les produits qui sont locaux. Parce qu'il y a une forte production de ces produits. Mais pour ce qui est des produits importés, prenons le cas par exemple de la farine, ça coûte plus cher. Alors là nous parlons de la CEDEAO précisément, en comparaison avec la Côte d'Ivoire. Mais vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais tout à fait. Voilà. Vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc est-ce qu'on est prêt à nous imposer, à aller vers ces 350 millions de consommateurs? Nous y sommes déjà. Le Sénégal exporte plus de 40% de nos exportations. Nous les réalisons sur le continent africain. Si je pose la question, ça concerne la problématique du leadership sous-régional.
au plan commercial? Mais je disais tout à l'heure que 40% de nos exportations au moins sont réalisées sur le continent africain. Ça montre bien que le Sénégal fait partie des leaders sur le continent africain. Dans nos relations commerciales avec la Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que le Sénégal est excédentaire? Madame la ministre, vous avez les coups des franches avec ces 4 directions sous votre coupole. Évidemment, nous avons proposé au gouvernement une réorganisation du ministère du Commerce, compte tenu de nos objectifs et de ce que nous voulons faire véritablement pour les Sénégalais. On est bien d'accord. Donc, voilà. Il reste très peu de temps. On est bien d'accord, du coup. Il nous reste très peu de temps. Nous allons parler politique pour terminer. Alors, Madame le ministre Assom Aminata Diatta, nous sommes à quelques encablures des élections locales. Beaucoup vous attendez à Bignona, mais vous avez jeté votre dévolu sur Keur Massar, suscitant une certaine polémique, il faut l'avouer. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous lie à Keur Massar à ce point, au point d'accepter d'essuyer toutes ces critiques? Khalifa, je suis originaire de la région de Ziguinchor, plus précisément effectivement du département de Bignona. Il est tout à fait normal que des personnes qui m'ont suivi sur le terrain et qui ont vu mon investissement personnel pour la région, pour le département, aient pensé que je pouvais présenter ma candidature à une élection dans n'importe laquelle des communes de la région de Ziguinchor. Légitimement. Et je les remercie pour cela. Parce qu'ils m'ont vu sur le terrain, ils ont vu ce que j'ai fait en Casamance. Qu'est-ce qui vous lie à Keur Massar? Ce qui me lie à Keur Massar, c'est que j'habite Keur Massar. J'y vis, ma famille y vit. Je vis au quotidien les problèmes auxquels tous les Massarois sont confrontés. Et dans un tel contexte, si je pense que je peux aider à régler le problème de la localité où je vis au quotidien, où ma famille vit au quotidien, je pense qu'il est de mon devoir de présenter ma candidature à la candidature. Très bien. Alors, aux yeux de beaucoup d'observateurs, vous laissez le champ libre justement à Ousmane Sonko du PASTEF. Pourtant, vous soutenez ou avoir ébranlé toutes ces bases en Casamance. Comment comprendre votre choix de venir militer à Dakar, j'allais dire? Je milite à Keur Massar depuis déjà longtemps. Hein. Même quand je m'activais à Ziguinchor, j'entretenais également ma base à Keur Massar. Mais au moment où l'opposition tente de se réunir, de parler d'une seule voix, vous lui laissez le champ libre. Alors que c'est vous-même qui dites que vous avez ébranlé ces bases. Mais ça, ce n'est pas gratuit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup fait en Casamance. Mais je ne suis pas seule en Casamance. Oui. Ce serait quand même prétentieux. Donc vous avez fait le travail pour les autres. Ce serait quand même prétentieux de croire que sans Assom, les autres ne peuvent pas gagner la Casamance. C'est gratifiant Ce sont aussi. C'est beaucoup d'honneur, c'est vrai, c'est beaucoup d'honneur qu'il me faut, que j'apprécie, mais quand même, l'humilité me commande de reconnaître qu'il y a des hommes et des femmes. Mais vous n'êtes pas d'accord quand on dit que vous lui laissez le champ libre? Je ne peux laisser le champ libre à aucun opposant, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est travailler, faire en sorte que notre coalition remporte la palme très haut partout. Nous avons travaillé, vous l'avez ébranlé, il serait quand même logique que vous poursuiviez le travail jusqu'au bout. Mais nous y sommes. Ce serait plus conséquent. Nous travaillons toujours. Nous y travaillons toujours avec les acteurs qui sont là-bas. Vous pilotez d'ici? Et je suis fréquente en Casamance aussi. Oui. Donc, comme moi, mon investissement pour la coalition, pour le président de la République, c'est un investissement constant qui est là et partout où on peut apporter des solutions, on le fait. Donc, l'option, ce n'est pas forcément d'être en Casamance pour pouvoir gagner. On a fait le travail qu'il fallait pour ramener les esprits, apaiser les cœurs, on l'a fait. Donc Bignona, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous travaillons. Oui, Bignona, c'est dans la poche, bien sûr. Oui, Tensi. Dernière question, Madame le ministre. En avril, dans l'affaire Adji Sarr, vous déclariez que le coup de grâce ne proviendrait pas de vos mains.
car ce serait tirer sur une ambulance. Pourtant, et on le constate, il est bien debout, Ousmane Sonko. Pourtant, il est bien debout, notamment avec une coalition Yewwi Askan Wi, portée sur les fonds baptismaux il y a 2 jours, dont il est membre fondateur, une coalition à l'assaut justement des prochaines échéances électorales. Est-ce que vous avez un sentiment de désillusion? Je suis engagée en politique depuis quelques années déjà, et ma ligne de conduite reste quand même la constance, mais également le respect de certaines valeurs. Et je m'inspire beaucoup du président de la République, son Excellence Macky Sall. Et j'essaie de copier sur son attitude, sur les valeurs qu'il incarne. C'est la raison pour laquelle je disais que je ne peux tirer sur une ambulance. Nous aimons gagner, mais gagner à la loyale. Mais l'ambulance est bien Nous debout. ne voulons pas, mais c'est là où encore c'est plus intéressant de le terrasser. Ah oui. Il faut terrasser un adversaire bien solide. C'est mieux de terrasser un adversaire bien solide, bien debout, que de terrasser un adversaire couché déjà. Ça ne sert à rien. Ça ne te donne pas, en tout cas, la victoire n'est pas aussi valorisante quand vous terrassez quelqu'un qui est bien debout que quelqu'un qui est déjà à terre. Donc vous admettez, aujourd'hui qu'ils ont créé... Vous admettez que vous étiez trompé, que vous avez fait une mauvaise appréciation? Nullement. Je reste toujours sur ma posture, parce qu'aujourd'hui qu'ils ont créé leur coalition, que quand maintenant la coalition Benno Bokk Yakaar va les broyer, ça va être beaucoup plus intéressant et ça va être plus valorisant pour nous qui sommes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, en tant que femme, Madame le ministre, il y a quelques mois, même de l'année dernière jusqu'à récemment, beaucoup de femmes au Sénégal ont été sauvagement assassinées ou on a abusé d'elles. Et on n'a entendu aucune voix officielle monter au créneau du gouvernement sénégalais. Quel est votre sentiment là-dessus? Il sera très difficile pour moi de dire qu'aucune voix officielle ne s'est prononcée. Je pense que nous avons suivi quand même les sorties du ministre de la Femme à l'époque. Moi, j'ai beaucoup suivi certaines de ces sorties. Et donc, ce serait quand même assez hasardeux de dire qu'une femme... Et c'est la personne la mieux Le gouvernement n'est jamais monté au créneau ces derniers temps pour dénoncer cette violence exercée sur les femmes. Mais le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est déjà de faire adopter une loi pour protéger justement les femmes contre certaines violences qui sont exercées sur elles. Il n'est pas du rôle du gouvernement de se plaindre. Celui qui doit se plaindre ou de dénoncer, ce sont les associations qui sont créées à cet effet. Oui. Le gouvernement, son rôle, c'est de veiller à ce que les personnes qui sont en faute soient traduites devant la justice et que la sanction appropriée leur soit appliquée. Et je pense qu'on est toujours dans ce rôle-là. Toutes les personnes qui ont été prises en faute ont bien été traduites en justice et jugées et sanctionnées. Mais ce n'est pas notre rôle, nous, en tant que ministre, de venir... Votre frère Ousmane Sonko est accusé de viol. Jusqu'à présent, le dossier est au point mort. Le chemin, ou bien le temps de la justice n'est pas peut-être le temps de nous, par exemple, nous, citoyens lambda. Puisque la justice prendra le temps qu'il faut pour faire le travail qu'on lui demande. Et je pense que le dossier est bien suivi par les autorités les mieux habilitées pour se prononcer. Et donc nous, à notre niveau, nous suivons, parce que nous ne voulons pas, en tant que gouvernement, nous impliquer à chaque fois que, pour éviter en tout cas les malentendus. Mais nous sommes persuadés que la justice, et nous faisons confiance en notre justice, nous sommes persuadés que cette justice-là fera le travail qui est attendu d'elle, sans aucune pression. Assom Badiane Aminata Diatta,
ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Merci. Merci beaucoup, Madame le ministre, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à certaines de nos questions, je le précise. Et je pense que les auditeurs et téléspectateurs en ont fait le constat également. C'était donc le jury du dimanche sur iRadio, ITV et sur nos plateformes digitales. Vous pourrez lire, bien entendu, le compte-rendu d'entretien signé Babacar Fall sur immedia.sn. Merci à toute l'équipe polyvalente des techniciens d'iRadio, ITV. Merci pour la captation. Et la mise en onde, c'était au micro Khalifa Diakhaté. Mamoud Ibra Kane reprend ses clés dimanche prochain, Inch'Allah. Bon début de semaine. Au revoir.